Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur la piètre performance de tous mes joueurs dans une de mes formations Fantasy Football. Résultat, c'est terminé pour une de mes équipes. Par contre, je vous présente également mon top 6. Beaucoup de changements parce qu'on a eu des surprises. Défaite des Eagles, défaite des Cowboys. Je vous propose quelques joueurs et défensives à aller chercher pour le restant de vos éliminatoires. Et je termine avec mes deux équipes surprises de l'année, les Texans de Houston et les Colts d'Indianapolis, qui ont tous les deux une bonne chance de faire les éliminatoires. Bonne émission! C'est parti pour une deuxième semaine d'éliminatoire dans vos Fantasy Football. J'espère que vous avez réussi à passer à travers le premier tour. Pour un de mes Fantasy Football, ça n'a pas été le cas malheureusement. J'ai été une saison de malchance là, pour un de mes 3 Fantasy Football. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé cette saison. J'avais quand même une bonne équipe selon moi. J'avais terminé au deuxième rang pour les équipes qui avaient marqué le plus de points durant la saison régulière, mais malheureusement, comble de malchance, souvent j'affrontais une des formations qui réalisait toujours à chaque semaine le plus de points. Donc même si dans les 10 équipes de ma ligue Fantasy Football, j'étais l'équipe qui avait terminé au deuxième rang pour les points marqués, j'avais quand même terminé au 7e rang pour la saison. J'espérais qu'en éliminatoire, la chance puisse revenir de mon côté. Finalement, au premier tour des séries, j'affronte l'équipe qui a terminé 2e au total, mais c'est l'équipe qui a également terminé au premier rang des points pour. Donc, c'était un petit choc de titan dès le premier tour. Et avec les blessures des dernières semaines, on peut penser à Keenan Allen que j'avais dans mon pool, au receveur Tank Dell également des Texans de Houston que j'avais dans mon Fantasy Football. Résultat, il a fallu que je pige un peu plus loin là, dans ma formation pour essayer de présenter des joueurs là, qui avaient du bon sens. Finalement, malheureusement, là, tous les joueurs se sont passés le mot là, cette semaine et dans cette ligue de Fantasy Football, j'ai malheureusement inscrit que très peu de points. J'ai pas, même si j'avais eu un peu plus de chance et affronté un autre adversaire, j'aurais également perdu. Là, je pense que j'ai seulement inscrit une 60aine de points. Et ça a commencé avec une décision un peu spéciale parce que, on se rappelle, il y a une semaine, les Raiders contre les Vikings, le match avait terminé 3-0 en faveur de l'équipe du Minnesota en raison d'un placement. Résultat, cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher justement les Chargers de Los Angeles, la défensive de LA, qui affrontent les Raiders qui n'ont pas réussi à inscrire de points contre la défensive des Vikings, qui n'est pas la meilleure défensive de la ligue. Je me disais contre les Chargers, oui, au début de la saison, c'était plus compliqué au niveau de la défensive, mais on commençait à se replacer. On avait vraiment là, une belle unité là, pour mettre de la pression sur le corps arrière. Je me disais peut-être aller chercher plusieurs sacs du corps, ça serait intéressant. Donc, j'étais vraiment confiant en faisant partir ma défensive des Chargers, mais dès le match du jeudi soir, là, après la première mi-temps, c'était rendu quelque chose comme 42-0 en faveur des Raiders. Je me suis dit que ça va être très, très difficile de remporter ma semaine de Fantasy Football et rien n'indiquait que j'allais accéder aux demi-finales dans ce Fantasy Football. Donc malheureusement, ma saison est terminée pour ce Fantasy Football, mais heureusement, pour mes deux autres Fantasy Football, j'aurai la chance de disputer un match de demi-finale. Dans un de mes Fantasy Football, j'ai terminé au premier rang, donc la pression est de mon bord et je dois aller chercher les grands honneurs cette saison. Et dans l'autre Fantasy, j'ai terminé 3e. Donc, j'affronte la 2e position là, en demi-finale. C'est des demi-finales à 4 équipes seulement là, pour accéder aux éliminatoires. Donc, ça risque d'être intéressant là, pour mes deux autres Fantasy Football. Tout ça pour dire que j'espère que de votre côté, ça s'est mieux passé que du mien pour le premier tour des éliminatoires.
Revenons sur la performance des Chargers de Los Angeles contre les Raiders de Vegas, qui aurait dit au début de la saison que les Chargers se retrouveraient au dernier rang de cette division ouest de l'américaine. Certainement pas moins, là, avec une équipe remplie de talent, mais on voyait vraiment que dans les dernières semaines, cette équipe remplie de talent a décidé d'abandonner son entraîneur. Depuis quelques semaines déjà, là, même au début de la saison, je vous disais que l'entraîneur Brandon Staley, là, son poste était en danger parce qu'il doit performer avec cette formation. On avait vraiment beaucoup de talent à l'attaque, à la défensive, même sur les unités spéciales, là, on se débrouillait quand même assez bien, donc on n'avait aucune excuse là, pour l'entraîneur, on devait performer. Et là, je me rappelle même que depuis qu'il est en poste, Brandon Staley, c'est des performances assez spéciales. Là. À chaque fois, on se fait éliminer. Là, à sa première année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le match contre les Raiders de Vegas, dernier match de la saison. Si le match terminait un match nul ou une victoire pour les Chargers accédaient aux éliminatoires et on se rappelle, les Raiders avaient forcé le match en éliminatoire et avaient écoulé les dernières secondes pour essayer de tenter un placement là, de plus de 50 verges pour la victoire et avaient finalement éliminé les Chargers au dernier match de la saison. L'année dernière, les Chargers font les séries, affrontent les Jaguars de Jacksonville, on mène par près de 30 points à la mi-temps et on se fait remonter pour s'incliner. Et là, on a ce match catastrophique de la formation des Chargers contre les Raiders. Donc, depuis les 3 dernières saisons, les 3 derniers matchs et que l'entraîneur Brandon Staley s'est fait éliminer, ces 3 matchs qui vont presque passer à l'histoire pour les Chargers, pas nécessairement pour les bonnes raisons, avec entre autres la défaite en prolongation, mais également la remontée spectaculaire des Jaguars. Et là, c'est la plus importante défaite de l'histoire des Chargers contre Vegas. Donc, vraiment, là, il a passé à l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons, l'entraîneur Brandon Staley. Et depuis le début de l'année, je vous le dis, il ne semble pas avoir la maîtrise complète de son vestiaire. Et surtout, pour un entraîneur qui a un bagage d'entraîneur défensif, sa défensive n'a jamais été excellente. Pourtant, dès le début de la saison, c'était la défensive qui coûtait le plus cher dans la Ligue nationale de football. On se rappelle, on avait été signé à gros prix le demi-défensif J.C. Jackson. On avait Khalil Mack, Joey Bosa sur la ligne défensive. Et J.C. Jackson, son expérience a été médiocre, a été même libéré et échangé là, pour des peanuts aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre là, en mi-saison pour se débarrasser justement de ce mauvais contrat accordé à ce joueur qui a jamais réussi à trouver son aisance là, comme il avait avec la formation de la Nouvelle-Angleterre il y a quelques années avant de signer son contrat avec les Chargers. Donc, je pense que c'était un peu prévisible pour la formation des Chargers de se séparer des services de l'entraîneur Brandon Staley. L'autre entraîneur-chef là, qui pourrait perdre son emploi, là, je vous en ai parlé là, cette semaine sur la page Instagram de Fanball, c'est Bill Belichick des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Selon plusieurs journalistes qui couvrent les activités de la formation de la région de Boston, c'est déjà décidé. Robert Kraft aurait rencontré Bill Belichick pour lui mentionner qu'il va terminer la saison, mais il ne va pas revenir l'année prochaine avec la formation des Patriotes. Une décision quand même surprenante d'un certain point parce que Bill Belichick, c'est une légende avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Et même si tout le monde disait que c'était une question de temps, là, il fallait faire un changement là, pour les Patriotes, surtout à la position d'entraîneur-chef, mais également, selon moi, le plus important, c'était de changer de directeur général. Mais Bill Belichick occupe ces 2 positions et pourrait perdre son emploi à la fin de la saison. Connaissant Robert Kraft et les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, on risque de faire ça là, à l'amiable à la fin de la saison et faire passer cette décision comme si c'était une décision conjointe entre les 2 hommes d'affaires. Mais bon, on sait très bien que je pense que la patience de Robert Kraft a assez duré avec Bill Belichick. On n'était pas capable de repêcher des joueurs de talent
pendant plusieurs saisons, les capacités comme entraîneur-chef de Bill Belichick faisaient en sorte qu'il était capable de corriger ses erreurs au repêchage avec du bon coaching, mais là, il commence à manquer de joker dans son jeu et malheureusement pour les Patriots, les résultats ne suivent plus. Tout ça pour dire que l'entraîneur Bill Belichick est peut-être un des favoris maintenant pour aller à Los Angeles pour remplacer Brandon Staley à la fin de la saison. Donc, on risque de voir quelques rumeurs circuler dans les prochaines semaines concernant Bill Belichick, l'entraîneur là, qui est peut-être un des meilleurs entraîneurs, si ce n'est pas le meilleur entraîneur de l'histoire de la Ligue nationale de football. Bon, parlons maintenant de mon top 6 cette semaine. Plusieurs changements parce qu'il y a eu plusieurs surprises. Tout d'abord, on se rappelle, les Cowboys se sont fait éclater par les Bills de Buffalo. Les Chiefs ont remporté leur match contre les Patriots, mais ce n'était pas convaincant. Les Eagles l'ont échappé contre les Seahawks. Résultat, il a fallu que je recommence un peu mon top 6. On va commencer par la position numéro 6. Les Cowboys de Dallas, selon moi, méritent la position numéro 6. Oui, on l'a échappé contre les Bills de Buffalo, mais quand même, on a montré depuis le début de la saison qu'on est une équipe extrêmement rapide, tant à l'attaque qu'à la défensive, et ça pourrait faire en sorte là, que les Cowboys se rendent très loin en éliminatoire, peut-être pour une des premières fois, là, justement, là, depuis les 10-15 dernières années, 20 dernières années, là, c'est une équipe qui pourrait accéder au Super Bowl. C'est surtout la défensive qui m'impressionne parce qu'habituellement, si on exclut le match contre les Bills, parce qu'on n'a pas été capable d'arrêter le jeu au sol, mais la défensive des Cowboys, elle est tellement rapide, c'est une des seules défensives de la Ligue que j'ai confiance. Je vous dirais que j'ai confiance en 4 ou 5 défensives cette saison et les Cowboys font partie des défensives à surveiller. Position numéro 5 maintenant, c'est les Browns de Cleveland. C'est une autre défensive que je respecte et j'ai confiance. Les Browns de Cleveland avec Myles Garrett, c'est très redoutable comme unité défensive. On l'a vu là, se blesser partiellement là, lors du match, du dernier match, et j'espère que tout va être correct de son côté pour la formation de Cleveland parce qu'il est vraiment le leader capitaine de cette défensive. Pour ce qui est des Browns de Cleveland, je crois vraiment que l'équipe elle est meilleure avec Joe Flacco. Je m'explique, c'est un corps arrière qui ne se complique pas la vie. Il est très intelligent parce qu'il a de l'expérience. Il a de l'expérience également en éliminatoire, donc ça va être à surveiller. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner le match à lui tout seul. Même lorsqu'il était au sommet de sa carrière, c'était plus compliqué pour Joe Flacco de traîner son équipe sur ses épaules. Donc, il connaît son rôle. Il sait que s'il veut gagner un match avec les Browns de Cleveland, il doit ne pas lancer d'interception, il doit protéger le ballon et c'est ce qu'il fait justement avec la formation de l'Ohio. On l'a vu en fin de semaine, a réussi d'aller chercher une autre victoire. Je pense qu'il est rendu à 3 victoires de suite, le Joe Flacco, depuis qu'il est corps arrière de cette formation. Donc, c'est pour ça que, selon moi, elle mérite la 5e position de mon top 6. Position numéro 4, c'est les Bills. Les Bills reviennent dans le top 6 cette saison parce que, justement, ils ont un corps arrière redoutable. C'est Josh Allen. Et là, cette année, on va dire cette semaine, contre les Cowboys, on a montré que James Cook est capable d'obtenir un rôle important et de faire le travail, ce qu'on n'a pas réussi à montrer dans les dernières années au niveau de Buffalo. On a toujours eu de la difficulté avec un jeu au sol efficace. Et là, si James Cook réussit à être aussi talentueux que son frère avec Minnesota lors de ses belles années avec la formation des Vikings, ça peut être vraiment dangereux parce que on savait déjà à la base que Josh Allen peut remporter un match à lui tout seul. Il est le genre de corps arrière que si ça lui tente de remporter un match, il gagne cette fin de semaine. Donc, c'est pour cette raison que je mets les Bills à la position numéro 4. Position numéro 3 maintenant, c'est les Dolphins de Miami. On a encore une fois remporté un match
éclatant en fin de semaine. Je sais que c'était contre un adversaire peu redoutable, les Jets de New York, mais quand même, on réussit à inscrire des points. On a une bonne défensive. Elle est bien meilleure, la défensive, là, depuis le Ramsey là, dans la formation, parce qu'on réussit justement là, à provoquer des revirements de son côté et de l'autre côté avec son coéquipier de Miami. Donc vraiment, les Dolphins, ça peut être une belle équipe selon moi. C'est peut-être en ce moment l'équipe à battre dans la conférence de l'américaine, où c'est les Ravens de Baltimore. Et les Ravens, c'est ma formation qui se retrouve à la position numéro 2. Depuis le début de la saison, Lamar Jackson montre qu'il est très bon, efficace, capable de lancer le ballon. Et même avec la blessure de Mark Andrews, il a été en mesure de réussir à viser d'autres receveurs de passe. Et même l'allié rapproché qui a remplacé un peu Mark Andrews, Isaiah Likely, il fait du bon travail. Il a une bonne chimie. Ça pourrait être également un atout pour aller chercher aux agents libres cette semaine. On sait qu'à cette position, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein? Si on n'a pas un Sam Laporta, un Travis Kelce, un TJ Hawkinson, c'est plus compliqué cette saison. Mais là, je pense qu'avec Isaiah Likely, ça peut être une belle solution de rechange. Je vous en parle un peu plus tard à l'émission. Et mon top 6 se termine avec la position numéro 1, les 49ers de San Francisco. Depuis le début de la saison, on nous a montré que la formation de la Californie, elle est remplie de talent. On voulait juste savoir que si cette équipe devait rester en santé, elle pourrait vraiment faire un bon bout de chemin. Et pour l'instant, ça tient du côté des Niners. Donc vraiment, les 49ers, selon moi, là, c'est la meilleure formation de la Ligue nationale de football jusqu'à maintenant dans le circuit Goodell. Et j'ai hâte de voir justement en éliminatoire si on va être en mesure là, de jouer du aussi bon calibre. On se rappelle que les Niners ont quand même un calendrier là, plutôt facile, contrairement aux Eagles de Philadelphie qui étaient remplis d'adversaires redoutables. Parlant des Eagles et les Chiefs, vous avez deviné que ces deux équipes ont été exclues du top 6. C'est pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas des bonnes équipes, c'est plutôt parce que je ne suis plus convaincu là, qu'ils sont aussi dominants que la dernière année. Les Chiefs, même contre la formation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, on voit que c'est un peu plus difficile de lancer le ballon à Travis Kelce. Et j'ai rien contre Rashid Rice qui fait du bon boulot là, comme receveur de passe, mais on doit avoir une combinaison Mahomes-Kelce une fois rendu en éliminatoire parce que Kelce a un avantage avec son gabarit et c'est, en anglais, on dit un match-up nightmare, mais c'est vraiment un cauchemar pour les défensives d'ajuster notre défensive autour de Travis Kelce. Donc, on doit être en mesure de retrouver cette chimie, ces belles performances entre les deux joueurs. Et pour ce qui est des Eagles, c'est un peu plus compliqué. Hein? J'ai l'impression que les Eagles sont épuisés. On joué tellement de football dans les deux dernières saisons. On s'est rendu jusqu'au Super Bowl. On est encore extrêmement fatigué de la saison passée. Et là, cette année, on a des blessures qui, dans la plupart des cas, là, on n'ose pas les déclarer, mais définitivement, là, on ne joue pas à 100% pour les joueurs clés de la formation de Philadelphie. En parlant de Philadelphie, je vous recommande, si la défensive est disponible cette semaine, d'aller la chercher parce qu'on affronte les Giants de New York. On se rappelle l'année passée, là, les deux formations, là, lorsqu'on s'affrontait, les Eagles faisaient qu'une bouchée des Giants. Je sais que les Giants ne sont pas tout à fait la même formation que l'année dernière. Même chose pour les Eagles, mais je crois quand même que les Eagles pourraient faire facilement là, plusieurs points importants là, et en éliminatoire. La défensive, c'est important. Là. Je l'ai su là, malheureusement là, contre mon gré là, en fin de semaine en faisant partir la défensive des Chargers qui s'est fait éclater contre les Raiders. Si on a une défensive qui nous donne quand même un peu plus de points que la moyenne, bien automatiquement, ça enlève un peu de pression à nos joueurs pendant la semaine Fantasy Football et on peut espérer là, passer au prochain tour. Donc, la défensive des Eagles pourrait être intéressante et j'ai même été surpris de voir la défensive des Browns toujours disponible dans quelques ligues Fantasy Football. Si c'est le cas, allez la chercher
je ne sais pas si c'est un bon duel en fin de semaine, mais définitivement, c'est un bon duel la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, et c'est le match de finale. La semaine prochaine, on affronte les Jets, donc les Browns pourraient faire là, des dizaines de points là, contre la formation de New York, donc allez chercher la défensive des Browns, quitte à la laisser sur votre banc cette semaine, même si elle est assez bonne pour partir. Là, c'est une des meilleures défensives cette saison. Je crois qu'en termes fantasy football, on est autour de la 5e position. Donc, c'est toujours surprenant de voir une aussi bonne défensive disponible dans les agents libres aussi tard dans la saison. Donc voilà, c'était mes 2 défensives à aller chercher là, pour le restant des éliminatoires. Sinon, je vais vous parler d'une position, l'ailier rapproché. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Si on n'a pas un TJ Hawkinson, un Travis Kelce, un Sam Laporta cette saison, c'est toujours un peu plus compliqué. Même on avait on pensait que Darren Waller aurait connu toute une saison. Malheureusement, a été blessé avec les Giants et on doit trouver des solutions de rechange. Je vous en propose 2. Premièrement, l'ailier rapproché Njoku des Browns de Cleveland. Avec Joe Flacco, depuis qu'il est à la tête de cette attaque, il est vraiment très content du travail d'Njoku et le récompense en le visant à plusieurs reprises. On sait que c'est le genre de position qui est un peu rassurante pour un corps arrière, que ce soit un jeune corps arrière recru, souvent il va se lier d'amitié avec l'ailier rapproché parce que c'est un peu comme sa solution de rechange. Il y a de la pression, on fait la petite passe-piège à l'ailier rapproché. On a besoin d'avoir du temps supplémentaire. L'ailier rapproché s'ajoute à la ligne offensive et bloque pendant un certain temps. Donc, ça donne vraiment un bon coup de main aux jeunes corps arrière et dans le cas de Joe Flacco, à des corps arrière qui viennent d'arriver en milieu de saison, ne connaît pas entièrement le livre de jeu, donc se retrouve à essayer de garder les jeux les plus simples possibles et souvent l'ailier rapproché a l'occasion justement là, de faire valoir son talent. Et Njoku, on savait là, que c'était un ailier rapproché qui était redoutable, n'a jamais vraiment connu là, des saisons à la hauteur des attentes, mais là avec Joe Flacco, il connaît vraiment de très bons matchs. S'il est toujours disponible dans vos ligues Fantasy Football, allez le chercher. L'autre ailier rapproché, j'en ai parlé un peu plus tôt, Isaiah Likely des Ravens de Baltimore, connaît également de bons matchs, remplace un peu la production de Mark Andrews, pas aussi dominant, mais quand même, il fait du très bon football jusqu'à maintenant, donc ça peut être 2 options intéressantes pour le restant de vos éliminatoires. Bon, rapidement, je vais vous parler de 2 receveurs de passe qui peuvent également être de belles options. Le premier, c'est Noah Brown, receveur des Texans de Houston, surtout si Nico Collins rate un autre match. Là, avec le retour de C.J. Stroud, ça pourrait être également très intéressant. Là. Je crois que Noah Brown peut être une solution comme un flex. On l'a vu en fin de semaine, a connu un bon match. C'est le seul receveur de passe qui reste avec Houston. Donc, automatiquement, si on souhaite lancer le ballon, Noah Brown est l'une des options très intéressantes pour Houston. Et on commence à avoir en fin de semaine, c'est peut-être un duel un peu plus difficile contre les Browns de Cleveland, mais contre les Titans la semaine prochaine, ça peut être aussi excellent. Moi, si Noah Brown, je le fais partir cette saison, c'est si Nico Collins est absent avec les Texans pour une 2e semaine de suite. Automatiquement, Brown sera dans ma formation. L'autre receveur de passe que je voulais vous parler, c'est le receveur recru, le Jackson Smith-Njigba des Seahawks de Seattle. Il affronte les Titans en plus. Ça, c'est un duel très avantageux pour le receveur de passe des Seahawks. Et il connaît de meilleures semaines depuis 3 semaines avec Seattle et visé un peu plus souvent, autour de 4, 5, 6 fois dans la rencontre. Donc, ça peut être intéressant. Et souvent, les défensives, et c'est très normal, font un plan de match pour bloquer DK Metcalf. Résultat, que ce soit Tyler Lockett ou Smith-Njigba, c'est un peu plus facile au niveau de leur confrontation. Donc, ça peut être un autre receveur de passe qui est intéressant pour le reste des éliminatoires. Bon, rapidement, je vais vous parler également des Steelers de Pittsburgh, que ça ne va vraiment plus. Là, et si on recule, il y a un mois, les Steelers avaient fiche de 7 victoires, 4 défaites. On pensait que les Steelers seraient l'une des formations des éliminatoires pour la conférence de l'Américaine.
Mais 3 semaines plus tard, la fiche des Steelers, c'est 7 victoires, 7 défaites. Et là, on a encore échappé cette semaine un match qu'on aurait dû remporter si on veut accéder aux éliminatoires. Donc vraiment, rien ne va plus pour la formation de Pittsburgh. 3 défaites de suite, c'est surprenant. Est-ce que l'entraîneur Tomlin va connaître une première saison sous la barre des 500? Ce sera à voir pour le restant de la saison. Parlons maintenant des Colts et des Texans de Houston. Au début de la saison, c'est 2 équipes que j'avais décidé de prédire 4 victoires seulement. Ils me font vraiment mentir. Les Colts se retrouvent avec une fiche de 8 victoires, 6 défaites. Même chose pour Houston. Et les Colts ont une sérieuse option à accéder aux éliminatoires. Pourquoi? Il reste 3 semaines. Même chose pour les Texans. Et on a un calendrier assez facile. Pour les Colts d'Indianapolis, on affronte les Falcons en fin de semaine, fiche négative. On affronte les Raiders de Vegas la semaine prochaine. Et on termine la saison contre les Texans de Houston. Donc, j'ai vraiment l'impression que si on réussit à aller chercher une victoire contre les Falcons et contre les Raiders, on a automatiquement notre place en éliminatoire pour la formation d'Indianapolis. Et même si on échappe le match contre les Texans, on risque de faire les séries. Contrairement aux Texans de Houston, ça va être un peu plus compliqué, surtout avec le duel en fin de semaine contre les Browns de Cleveland. Par la suite, on affronte les Titans du Tennessee et ça, il faut absolument que la formation du Texas remporte ce match si on veut accéder aux éliminatoires et on termine la saison contre les Colts. Et ça pourrait être vraiment le genre de match qu'on doit absolument gagner pour les Texans. Parce qu'en fin de semaine, ça va être difficile, surtout si on a encore des blessures contre les Browns de Cleveland. Par la suite, si on réussit à revenir en santé et terminer justement avec une fiche de 10 victoires, 7 défaites, on a une bonne chance de faire les éliminatoires. Donc voilà, c'est mes 2 surprises cette saison, les Texans et les Colts. Et je leur souhaite, même si je ne crois pas que ces équipes ont assez de talent pour remporter un match en éliminatoire, je crois qu'ils pourraient facilement brouiller les cartes pour la fin de la saison et se faufiler en éliminatoire. Voilà ce qui complète l'émission Fanball, épisode numéro 22. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez toujours la chance de suivre du contenu supplémentaire sur la page Instagram Fanball le balado. Je publie quelques vidéos pour les prochains jours qui sont déjà prévus. Donc, ça pourrait être toujours intéressant de poursuivre la conversation sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous souhaite le meilleur des footballs. Je vous souhaite surtout une formation en santé parce que avec des blessures aussi tard dans la saison, c'est très compliqué de faire un bon bout de chemin. Et je me souhaite un peu plus de succès qu'en fin de semaine pour mes 2 autres fantasy football. Donc, je vous souhaite la même chose de votre côté. Donc, passez une excellente semaine et surtout, bon football.